Retour là de Vinière, super belle lumière de printemps, ce chatoiement clair des murs, c'est uniquement la pierre d'ici, juste au-dessus, c'est censé être la chambre de naissance de Rabelais, et pourquoi pas, puisque c'est Jean, le grand bourgeois de Chinon, bon, c'était beaucoup plus sain de venir ici, et probablement les nourrices et les domestiques, c'était bien moins cher, donc c'est très probable que la naissance se soit effectivement passée. Hop là, au-dessus de ma tête, ici, dans ce dispositif de petites pièces, c'était la cuisine, voilà, espèce de sortie d'évier. Et puis ça, c'est ces choses qui sont si vieilles, ça fait un bien. Mais je ne vais pas parler de Rabelais, je vais parler de Noël Dufay. Noël Dufay, pour moi, oh, ben moi j'ai de la culture, hein. On te disait Noël Dufay, et toi tu répondais, oh oui, Noël Dufay, un écrivain du XVIe siècle. Bon, il ne fallait pas gratter lourd, hein. Et puis, Noël Dufay, si tu cherches dans Rabelais, F-A-I-L, hein, ça s'écrit, bah, non seulement Rabelais n'en parle pas, ni l'appareil critique, et lui, là, Noël Dufay, bah, tu peux chercher, il ne parle pas de Rabelais non plus. Pourtant, ce qu'il écrit, ça paraît en 1547, pour situer la première version du tiers-livre, c'est 1546, l'édition définitive 1552, le quart-livre pareil, première édition en 1548, donc on est déjà, hop là, 15 ans après le Pantagruel et le Gargantua, donc déjà des livres qui ont été réédités, réimprimés, je ne sais pas réédités, non, republiés, réimprimés. De toute façon, il suffit, tu as envie d'imprimer quelque chose, tu le fais, et puis c'est tout. On en a parlé, c'est autre chose. Mais pourquoi ce gars-là, c'est-à-dire, tu cherches dans les poètes de la Pléiade, les 100 nouvelles, ou toutes ces choses-là. Non, jamais Noël Dufay. Pourquoi? Parce qu'il parle du peuple. Il parle du peuple. Ouais, il parle des gens. Et là, moi, comment je suis tombé dessus ces jours-ci? William Marx, cours au Collège de France. Donc sur qu'est-ce que lire, comment lire. Et c'est dans le 3e ou le 4e des cours. C'est facile parce que il parle de peau d'âne. C'est-à-dire ce dont il parle, c'est les enfants, les causes de la mortalité infantile. Et puis de toute façon, c'est pas avant l'âge de 5 ans ou 6 ans qu'ils sont mis là sous pédagogue. Et c'est l'affaire des hommes. Jusqu'à cet âge-là, c'est l'affaire des nourrices. L'enfant est confié aux femmes. Et par contre, cette éducation par les fables, c'est tout un patrimoine qui se transmet oralement. Peau d'âne, c'est Charles Perrault qui en fera la première version écrite. Et encore, j'ai appris ça aussi par William Marx, il la signe du nom de son fils, comme si ce n'était pas quelque chose pour lui. Et pourtant, c'est des vers. Et ce patrimoine qui se transmet oralement, on appelle ça les fables. Et William Marx sort aussi une autre anecdote, quand Louis XIV, donc bien plus tard, est confié à ses précepteurs définitifs, quel poste d'honneur. Il demande humblement à ce qu'on continue quand même le soir de lui raconter ses fables. Et ce pauvre précepteur, il est bien obligé, là, de raconter ce qui normalement est dit par les femmes, mais plus tout d'un coup, tout cet univers féminin a été brutalement remplacé. Et est-ce que c'est ça qui définirait un auteur secondaire, un auteur mineur? Là, moi, je ne pouvais pas faire autrement. Après ce petit choup là, ces quelques images là dans le cours improvisé de William Marx. Cherchez sur France Culture Podcast, vous trouverez facilement. De me le commander. Alors évidemment, tu le trouves sur Gallica. Là, j'avais plutôt besoin de ça. C'est une collection qui s'appelle Forgotten Books. C'est un truc. C'est américain ou anglais, je ne sais pas si, c'est Londres. Et là, depuis que j'ai commencé ce Rabelais, là, j'en ai toute une série. C'est des reprints, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi, là, les petits arrangements, les typos, les graphies, donc de travailler vraiment sur des facsimilés. Et les propos rustiques me sont arrivés. Alors,
Quoi de commun avec Rabelais? Ben, déjà, il y a des syntagmes qui passent de l'un à l'autre. Par exemple, autant que les bêtes parlaient. Dans Rabelais, autant que les bêtes parlaient, il n'y a pas 3 jours. Vous retrouverez ça aussi chez Noël Dufay. Et c'est à ça qu'on peut mesurer, en arrière-fond, ce patrimoine oral, là, qui pousse des surgeons, comme si ça partait du même socle, et de ce même socle viennent des œuvres, là, qui n'ont pas connaissance les unes des autres, mais son éviction. De quoi il s'agit? Pas non plus dans les poètes de la Pléiade. Vous ne trouverez pas chez Ronsard des choses comme ça. On parle de choses sérieuses, discours des misères de ce temps, les amours. Mais est-ce qu'on va parler, là, de ces fables dites de bonnes femmes? Non. Et pourtant, là, dès que j'ai ouvert Noël Dufay, mais ça, je l'avais entendu en arrière-fond là, chez William Marx, et puis j'ai appris à lui faire confiance. Il s'agit de personnages. Et ces personnages, on va les prendre. Vous allez voir, je vais lire le texte d'intro. Il y en a un, il a le pouce qui se tient à la ceinture. L'autre, il a le bonnet un peu de travers. Un autre, il est un peu entre deux vins. Mais lui, il a fait au moins 30 km. Mais ça fait rien, on est heureux quand il vient parce qu'on aime la façon dont il raconte des histoires. Et ces personnages, là, qu'est-ce qu'ils vont installer dans leurs histoires? Ils vont installer, justement, les travaux des champs. Ils vont installer comment ils utilisent leurs outils. Ils vont installer le temps, les moments où on se raconte ces histoires. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qui distingue Rabelais, justement, par exemple, d'un Ronsard? Et c'est pour ça que Ronsard n'aime pas Rabelais. Il a du gras dans la moustache. C'est cette qualité de faire émerger du concret. Prenez dans le quart-livre l'histoire du diable et du laboureur. Dans Rabelais, ou Del Pantagruel, quand Alcofribas entre dans la bouche du géant, il trouve, vous vous en souvenez, un paysan qui plante choux, un autre qui élève des pigeons. Et ce côté concret, c'est parce que Rabelais, pour la première fois, trouve le moyen d'insérer ça dans sa prose, que nous, on a cet émerveillement-là d'illusion de réel, d'illusion de marcher dans du réel. Eh bien, Noël Dufay, c'est la même chose, je dirais, moins la dimension épique, moins forcément ce côté aussi de référence profonde, là, au geste de littérature. Qu'est-ce qu'on inscrit? Pourquoi on l'inscrit dans l'utopie? Pourquoi on l'inscrit dans la guerre? Pourquoi on prend l'éducation? Bon, Rabelais, c'est du biceps. Mais Noël Dufay, je vais lire 2 passages. Je vais lire l'introduction, là, justement, où il installe, et vous allez voir, c'est un dispositif qu'on trouve encore jusque chez Maupassant, qui raconte ces histoires et dans quelles conditions. Justement, ce n'est pas des histoires transmises par des femmes, c'est le fait que dans les conditions de la vie rurale, propos rustiques, eh bien, on a ces moments où viennent là ces petits récits et ces contes. Et lui, c'est pas Podane qui va nous raconter. Si je vous prends la liste des chapitres, de la diversité des temps, banquet rustique, harangue rustique, là c'est encore très général. Et ensuite, je lirai de Robin Chevet. Et vous allez voir le Robin Chevet. Et puis ensuite, plus ça va, plus il précise la différence du coucher de ce temps et du passé et du gouvernement d'amour. Alors vous imaginez bien, c'est comme les contes drôlatiques de Balzac. Je suis sûr que Balzac, lui, par contre, il n'était pas passé à côté. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, ces histoires là, de petites coucheries, ben oui, c'est le plaisir, c'est la littérature plaisir. Ça aussi, c'était dans le truc de William Marx. Mais par contre, ce côté-là des fables dites aux enfants, lui, c'est pas ça. Mais alors, l'histoire de Thénault du coin, C-O-I-N-G, de Taille-Boudin, fils de Thénault du coin, donc le fils du personnage précédent, qui devint bon et savant gueux. Mais Taille-Boudin, chez Rabelais, Riflandouille, Taille-Boudin, c'est aussi des personnages qui sont pris plus ou moins à ce genre de folklore et qu'on s'approprie. Ensuite, de la grande bataille de ceux du village de Flameau et de ceux de Vindel, où les femmes se trouvèrent. Eh bien, pareil, on a une histoire là de conflit de village, comme ici, là, la Foisse, et ceux de Lernay, et puis ceux qui font les vendanges, ceux de Seuilly, c'est toujours le même thème.
Mistoudin se venge de ce Devindel qu'il avait battu allant au Guilan-Neuf. Et aller à la Guilan-Neuf, c'est-à-dire, bon, faudra bien aller jusqu'au bout de l'année. C'est une expression qu'on trouve aussi dans Bescu et Umven de Rabelais. Donc c'est comme ça, si tu vois, tout d'un coup, tu prends deux approches, tu les fais marcher en stéréo, et dans ce fonctionnement stéréoscopique, les petits points de contact, c'est-à-dire ces choses qui ont poussé ensemble et qui s'ignorent, témoignent de leur origine orale, de leur transmission. Et querelle entre Guillaume Bridé et Philippot l'Enfumé, de Perrault Claquedent, et ça finit sur Gobemouche. Donc, nous on part là-dessus. Un grand merci très humble à William Marx d'avoir évoqué Noël Dufay, parce que littéralement, il a disparu du paysage. Ben oui, toujours la même chose. Ceux qui parlent du peuple, ils sont du peuple, ben, c'est de la littérature qu'on tient à distance. Et ben vous allez voir, quand on va l'entendre, que non, et que c'est même peut-être ça le plus difficile. Comment vous faites tenir un personnage juste en disant qu'il se tient le pouce comme ça dans la ceinture? C'est ça la littérature. Noël Dufay, le tout début, c'est une sorte d'avant-dire, 1547 donc, pleine période Rabelais. D'où sont pris ces propos rustiques? Alors je vais aller doucement et un peu de façon hésitante, parce que j'ai un reprint, c'est juste 2 pages, c'est un reprint donc avec les graphies du 16e, et il faut jouer avec les I et les J, les U et les V qui ne sont pas distingués, mais bon exercice. Quelquefois, au champ m'étant retiré pour il y a que plus commandément et c'est pas facile, il faut trouver la voie. Quelquefois, au champ m'étant retiré pour il y a que plus commandément et à l'aise parachever certains négoces. Oui, il est venu à la campagne, mais c'est pas pour le plaisir là, des pommiers en fleurs ou du joyeux soleil de printemps. Non, 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 c'est pour finir une affaire. Je me promenais, ce à jour de fête, donc jour évidemment férié, tout le monde en profite, par les villages prochains, comme cherchant compagnie, où trouvaient, comme est leur coutume, la plupart des vieux et jeunes gens, toutefois séparés. T'as les assemblées de jeunes, les assemblées de vieux. Ah ouais, ça a changé, hein. Pour ce que jouxte l'ancien proverbe, chacun cherche son semblable, étaient les jeunes faisant exercice d'arc, de lutte, de barre et autres jeux, spectacles aux vieux, étant sous un large chêne couché, les jambes croisées et leur chapeau un peu abaissé sur la vue. Et déjà, tu vois, comme tu te croirais là, dans des peintures de... pas Bruegel, mais Lorrain, le nain, enfin toute cette tradition aussi française là, de faire émerger. C'est-à-dire, ces jours de fête, ben oui, joute à faire du tir à l'arc, à jouer au bar et à faire des concours de lutte. Et puis, pendant ce temps-là, les vieux, leur chapeau un peu abaissé sur la vue. Et là, tout d'un coup, pour moi, il y a cet enracinement où Rabelais, Noël Dufay, il y a ce muscle-là. Ce muscle que j'appelle littérature, moi. Jugeant des coups, rafraîchissant la mémoire de leurs jeunes ans, prenant un singulier plaisir à voir folâtrer cette inconstante jeunesse. Allez chercher des auteurs qui soient capables de tenir, là, ce chant. Étaient les jeunes faisant exercice d'arc, de lutte, de barre et autres jeux, spectacles aux vieux, étant sous un large chêne couché, les jambes croisées, leur chapeau un peu abaissé sur la vue, jugeant des coups, rafraîchissant la mémoire de leurs jeunes ans, prenant un singulier plaisir à voir folâtrer cette inconstante jeunesse. Et étaient ces bonnes gens en pareil ordre que feraient les magistrats d'une république bien et politiquement gouvernée, pour ce que les plus anciens et réputés de plus sains et meilleurs conseils tenaient les places les plus éminentes. Il y a cette hiérarchie du peuple là qui remplace ou évacue, ou en tout cas relève, comme aurait dit Friedrich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l'ordre de la hiérarchie politique. Et les moyennes occupaient les moindres d'âge qui
n'avaient tant de bruit, ou en prud'homie, ou à bien labourer. Quoi voyant, je m'approchais pour avec les autres être plus attentif à leurs propos, qui me semblaient de grand grâce, à raison qu'il n'y avait phare ni couleur de bien dire, fort une vérité, et ce, principalement, en la collation de leurs âges, mutation de siècles. Vous pouvez y aller, hein, je sais pas. Ah ou non, même un hélicoptère, elle n'arrivait pas. Bonjour. Mais après, on fera des petits raccords. Là, ça redescend dans les caves. D'accord, c'est ça le circuit de la visite? Alors, ils sont en train de refaire l'expo, alors il n'y a pas vraiment de circuit. Mais si vous entrez dans les caves par l'autre côté, il vaut mieux entrer dans les caves par l'autre bout. Mais là, c'est une sortie, mais c'est... Bon, alors on va faire dans l'autre sens, Jules. Ah bah ouais, mais ça n'a pas d'importance, parce que du coup, c'est un vrai labyrinthe, ça vaut le coup aussi d'explorer par ce côté-là. Et vous n'êtes pas entré là dans la porte qui est juste à gauche, là, l'ancienne cuisine. La porte est fermée, mais c'est ouvert. D'accord, merci. Bonne visite. Quoi voyant, je m'approchais pour avec les autres être plus attentif à leurs propos, qui me semblaient de grand grâce, à raison qu'il n'y avait fort ni couleur de bien dire, fort une pure vérité, et ce, principalement en la collation de leurs âges, mutation de siècles. Et aucune fois regret des bonnes années où se disait, buvait et faisait plus grand cher qu'en 7 ans. C'est toujours mieux, avant. Lors, voulant savoir le nom de ces prudes gens, je tire par la manche. Et oui, vous allez voir comment ce récit s'installe par la capacité à prendre les gestes. Je tire par la manche quelqu'un de ma connaissance, auquel privément demandait les noms d'Isseux. Celui me répondit alors que vous voyez accoudé, tenant en sa main un petit bâton de coudre. Vous savez, c'est les petites baguettes de coudrier qui servent aussi à ceux qui cherchent les sources, duquel il frappe les bottes liées avec courroie blanche, s'appelle Anselme, l'un des riches de ce village, bon laboureur et assez bon petit notaire pour le plat pays. Ce qui est important. Ça veut dire que les petites affaires là, de différents locaux, ben, tu t'en remets à lui pour qu'elles soient jugées. Pas besoin d'aller chez le notaire qui fait payer cher, et celui que vous voyez à côté, ayant le pouce passé à la ceinture, ce que je vous disais avant, à laquelle pend cette grande gibecière où sont des lunettes. Dans Rabelais, il y a toujours Rabelais avec ses propres lunettes. Et il y a souvent « Attendez que je chausse mes lunettes, je vous entendrai mieux ». Et pourtant, les lentilles optiques, à l'époque, elles sont extrêmement sommaires. Mais l'invention de la lentille optique, c'est avec ça que vous allez pouvoir voir tout d'un coup le plus petit ou découvrir qu'il y a au ciel bien plus d'étoiles que ce qu'on croyait. Cette grande gibecière où sont des lunettes et une paire de vieilles heures. Les livres d'heures, s'appelle Paquier. Donc tout d'un coup, petite mention que les livres de colportage sont présents aussi. L'un des grands gaudisseurs qui fait d'ici à la journée d'un cheval, l'un des grands gaudisseurs qui soit d'ici à la journée d'un cheval. C'est-à-dire que la journée d'un cheval, bah, ça fait 25-30 kilomètres. Mais le territoire se donne par la distance et comment tu la parcours. Et quand je dirais de 2, je crois que je ne mentirai point, ça vient de loin. Toutefois, c'est bien celui de toute la bande qui, plutôt, a la main à la bourse pour donner du vin aux bons compagnons. Là encore, quelle magnifique idée. Celui qui met la main à la bourse pour donner du vin aux beaux compagnons. C'est lui qui paye sa tournée. Et celui, dis-je, vous voyez tout d'un coup là aussi le passage dialogique et l'insertion du dialogique où on est comme en telle affinité avec Rabelais, qui avec ce grand bonnet enfoncé à la tête, hop là, et encore, tiens ce vieux livre. Celui-ci, répondit-il, qui se gratte le bout du nez, celui proprement dis-je alors qui s'est tourné vers nous. Ma foi, dit-il, c'est un Roger Bontemps, lequel passait à 50 ans qu'il tenait l'école en cette paroisse. C'est que c'est vieux, 50 ans, à l'époque. Mais changeant son premier métier, est devenu bon vigneron. Toutefois, qu'il ne se peut passer encore au fait de nous apporter de ce vieux livre, comme nous en lire tant que bon nous semble. Et là, on va avoir ces livres de colportage que là, justement, le gars vient, l'ancien instituteur, et lit à la compagnie. Et ça, formidable ce passage.
et nous en lire tant que bon nous semble. C'est-à-dire que c'est eux, les auditeurs, qui disent encore, encore, encore. Et l'autre, c'est le seul à disposer des livres. Et toujours, cette chose si importante au XVIe siècle, que lire, c'est celui qui déchiffre la typographie pour la transformer à la voix et la donner à ceux qui écoutent. Lire est un geste partagé et public qui suppose la médiation de la voix et donc qui entraîne que celui qui lit pour les autres devient personnage. En tout cas, Rabelais, lui, va tirer cette fibre-là au maximum. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Toutefois, qu'il ne peut passer au fait de nous apporter de ces vieux livres et nous en lire tant que bon nous semble, comme un calendrier des bergers, les fables d'Ésope, le roman de la rose. Aussi ne peut tenir qu'au dimanche ne chante au lutrin avec cette mode antique de gringoter et s'appelle Maître Huguet. Il vient au lutrin et comme ça il lit celui-là. L'autre assis près de lui qui regarde par-dessus son épaule en son livre. Et là encore, tu t'agenouilles quoi. Celui, vous voyez le gars là qui est venu avec ses livres, et nous on va lui dire encore, il va vous lire un fragment du roman de la rose en colportage, il va vous lire une fable d'Ésope en colportage. Mais oui, mais là aussi, cette peau d'âne, là, par exemple, tradition orale, là, elle vient sérieusement, parce que c'est Ésope. Et puis, il aime tellement ça, lire pour les autres, que quand le dimanche, il est au lutrin, il fait aussi toute sa petite théâtralité de gestes. Et s'appelle Maître Huguet. L'autre assis près de lui, et celui qui est assis près de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il bigle par-dessus l'épaule pour voir ce qu'il y a dans le livre. Alors lui, il sait lire aussi. Qui regarde par-dessus son épaule en son livre, ayant cette ceinture à toute une boucle jaune, est un autre riche Pitot de ce village. Il s'appelle Pitot, P-I-T-A-U-L-T. Assez bon vilain, qui fait autant grand cher chez lui que petit vieillard du quartier, qui se nomme Lubin. Vous voyez les noms aussi, Lubin, Huguet, Pitot, puis je ne me rappelle plus ceux d'avant. Et si vous voulez vous asseoir un peu avec nous autres, je vous en prie, prenez place. Vous aurez leurs propos, ou possible trouverez goût. Et là, j'aime beaucoup, moi, cet usage des adjectifs, ces adjectifs qui prennent un usage adverbial. Si vous voulez un peu vous asseoir avec nous autres, vous aurez leurs propos, ou possible trouverez goût. Ce que je fis, et par 2 ou 3 fêtes subsécutives, les oui jasaient, devisaient privément de leurs affaires rustiques. Et là, le mot rustique, vous voyez, Noël Dufay, les propos rustiques. Allez, ben non, là, tout d'un coup, ça change. Dès qu'elle est faite par heures rompues et de relais, je me suis amusé, par heures rompues, de temps en temps. Je reprenais ça quand je m'en souvenais. Un bref discours, mais il y a le mot relais. Et de relais, un bref discours. Je prends à eux, je donne à vous. C'est la médiation, là, de mon propre livre, où j'ai eu non moindre peine qu'à une bonne besogne. Et là aussi, à prendre au sérieux. C'est aussi difficile, ça, que vos poètes de cour. Après avoir âné longtemps... resuant et devinant, reçuant et devinant ce que devait dire, était contraint boire 2 ou 3 volts gracieux compulsoires, le rôle là, de la boisson, qui est tout à fait rabelaisien ici, pour me rendre la cervelle plus frisque et délibérée de donner l'assaut. Et encore un croisement direct de vocabulaire avec Rabelais. Et mettait une telle peine qu'au charretier, qui pour aider à ses chevaux attelés à la charrette trop chargée, met son chapeau entre son épaule et la roue pour aucunement les soulager, aucune fois buvant à son baril attaché au collier du cheval de devant. Ah voilà les images. Noël Dufay. Ça, c'est l'introduction. Et vous voyez ce dispositif, voilà, qui raconte les histoires. On a la même chose chez Maupassant. On a la même chose chez Maupassant. Et maintenant, je vais vous en lire Robin Chevet. Robin Chevet, puisque vous le voulez. Je fais la même chose que lui. Hop là. C'est vraiment le printemps de Vinière. On sent toutes ces petites pousses vertes là, qui explosent. On voit bien maintenant les fleurs, des pommiers, des cerisiers, poiriers. Un champ de boutons d'or, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est de l'autre côté de la caméra. Mais
C'est aussi ça la vidéo. C'est quelles conditions ça donne, là, ces vieux arbres que vous ne voyez pas non plus, mais vous voyez l'arrière de la maison avec ces petites loggias, ces escaliers, et puis ensuite tout ce dessous là, on marche sur le grand vide du labyrinthe des caves. Donc Noël Dufay, une réhabilitation, le mot est trop lourd, mais le geste grave d'interroger cette question du concret dans la littérature. C'est pas la question du réel, de la réalité, du réalisme, etc., etc. C'est beaucoup plus profond et poétique que ça. Un autre exemple qui est un siècle plus tard, 1632, pile 100 ans après le Pantagruel, c'est Étienne Binet, B-I-N-E-T. Ah ouais, avec un nom comme ça, c'était pas les Monsieur de, hein. Va donc prétendre à devenir comme Monsieur de Buffon ou Monsieur de Voltaire. Ou... Non, non, Étienne Binet. Essai sur les merveilles de nature. Un livre qui nous enchante, nous, les auteurs. Mais est-ce qu'il fait partie du patrimoine? Toujours été laissé sur le côté. Alors Noël Dufay, je prends, donc on a lu l'introduction avec ses suites de personnages et quand et comment il raconte. Et le rôle du livre de colportage, là, c'est vraiment un miracle, mais je vous dis un miracle. Ces postures, ces gestes des corps, et toutes les socialités qui vont avec. Et là, en quelques lignes, c'est tout tenu. On voit presque Talleyrand d'Héréo se profiler un peu plus tard. Et puis maintenant, ces chapitres, alors on va prendre un chapitre, tous sont à peu près... équivalent, c'est la même merveille partout. Thénault du coin, Robin Chevet. Allez, moi je vous dis Robin Chevet. Mais vous voyez, on est à peu près là au premier tiers du livre. C'est pas long, hein. C'est pour ça que je me permets, je partage. On a 2, 4, 5, un petit 6 pages. Allez, ça le mérite. Ben ouais, personne ne l'a jamais fait. Noël Dufay, Propos rustiques, 1547, de Robin Chevet. Robin Chevet fut moult prud'homme par ma conscience, aussi que tel il se clamait, et fut celui de tout son quartier qui, autant bien, faisait un guéret, qui inventa le riche homme, mille beaux mots concernant le fait d'agriculture, imposant à signifier à beaucoup à la bonne foi et sans mal penser. Volontiers, après souper, le ventre tendu comme un tabourin. Ce qui est aussi des images à la Rabelais. Mais est-ce que tu as besoin des géants? Non, justement. Sous comme Patot. Et attention, on a vu que Patot, c'était un personnage qui était présent là, à l'Assemblée des Fêtes, là où on lit le livre en public. Sous comme Patot, jasait, le dos tourné au feu. Ah ben ça, c'est la bonne posture. Les autres, ils regardent la cheminée... Et puis toi, tu as le dos au feu, tu es bien chauffé par le derrière, t'ayant bien mignonnement du chanvre. C'est-à-dire, oui, c'est la veillée, mais la veillée, eh ben, on s'occupe. Et on s'occupe à ces travaux-là, tailler, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si c'est tisser, rouir, tendre, fabriquer des paniers ou autre chose, mais en tout cas, c'est avec le chanvre. Et le chanvre, avec quoi ben, on fait... des toiles, des sacs, on fait évidemment des cordes. Et les cordes, on en a sacrément besoin, sauf dans la marine, parce que là, ça ne s'appelle pas des cordes. Taillant bien mignonnement du champ, vous raccoutrant la mode qui courait ses bottes. Ouais, les chaussures, ça s'entretient. Ben, tu fais ça à la veillée. Car à toute mode d'ordinaire, s'accouterait l'homme de bien, chantant bien mélodieusement, ouais, à la veillée, on chante ensemble, comme honnêtement le savaient faire quelques chansons nouvelles. Et là, c'est d'autres questions. Comment elles circulent, ces chansons? Joanne, sa femme, de l'autre côté, qui filait, lui répondant de même, des deux côtés de la cheminée. La Joanne, elle, c'est avec son rouet, répondait de même. Oui, comment on installe encore un dispositif de narration.
Le reste de la famille courant chacun son office, les uns adoubant les courroies de leurs fléaux, les autres faisant dents à râteau, c'est-à-dire les outils là de cette toute petite agriculture, là, par toute petite parcelle, ce qui était fichu en l'air là maintenant avec le remembrement, les trucs industriels, mais ça fait des siècles que là, ce rapport humain à la terre qui passe par faire ses propres outils, évidemment, c'est ce qui marque là et qui marque l'instance aussi de la narration. Chez Noël Dufay, ouais, mais chez Rabelais aussi. Les uns adoubant les courroies de leurs fléaux, les autres faisant dents à râteau, brûlant art pour lier, possible, les cieux de la charrette, rompus par trop grands faits, où faisait une verge de fouet de néflier, ou méflier, selon comment vous prononcez, vous, néflier ou méflier, vous préférez quoi? Ouais, Rabelais commence aussi par « ce fut l'année des grosses nèfles ». Fruit, je rappelle, qui se mange pourri, donc c'est pour ça que c'est le fruit qu'on laisse aux pauvres. Et ainsi occupé à diverses besognes, le bonhomme Robin Chevet, après avoir imposé silence, commençait un beau conte du temps que les bêtes parlaient, il n'y a pas 2 heures. Vous voyez cette phrase-là qui émerveillait William Marx avec raison, mais qui est aussi chez Rabelais, indépendamment, alors que ni l'un ni l'autre n'a connaissance apparemment de l'autre. Comme le renard dérobait le poisson au poissonnier, et là c'est plus le roman d'un rose, c'est le roman de renard, et vous les connaissez ces histoires. Comme il fit battre le loup aux lavandières, c'est ce qu'il raconte, les histoires de bêtes, et c'est normal, autant que les bêtes parlaient, c'est roman renard qui revient, lors qu'il apprenait à pêcher, comme le chien et le chat allaient bien loin, de la corneille qui en chantant, alors là, moi ça aussi ça m'émerveille, regarde, si je reprends là, dans l'élan, commençait un beau conte du temps que les bêtes parlaient, et il n'y a pas 2 heures, comme le renard dérobait le poisson au poissonnier, comme il fit battre le loup aux lavandières, comme le chat et le chien, c'est le mot « comme » là, qui envoie là, le grand rythme de roue et de cycle, lors qu'il apprenait à pêcher, comme le chien et le chat allaient bien loin, de la corneille qui, en chantant, perdit son fromage. La Fontaine, lui, ne perdra pas son temps avec ça. De Mélusine, du loup-garou, de cuir d'ânette. Et là encore, le pot d'âne, du cuir d'ânette, c'est la peau d'âne. Donc vraiment, ce conte à transmission seulement orale jusqu'à Charles Perrault, et qui est celui de la tradition des nourrices, le racontant aux enfants avant que commence l'éducation. Des fées qui, souvent-fois, parlaient à elle familièrement, même la véprée, passant par le chemin creux, qui les voyait danser au branle, près la fontaine du Cormier, au loin, au son d'une belle vaise couverte de cuir rouge. La cornemuse, là, avec son soufflet là, de vessie de porc ou de chèvre, couverte de cuir rouge. Eh bien, c'est au son de la cornemuse, là-bas, dans les cormiers, vous voyez mal, là, ces gens qui passent. Ce sont les fées. Il y a du vent, hein. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans mon micro. Ça lui était à vie, car il avait la vue courte pour ce que, depuis que Guichot l'avait abattu de coups de tranche par les fesses, les yeux lui avaient toujours depuis pleuré. Ah, voilà des histoires. Mais que voulez-vous? Nous ne départons les fortunes. Disait en continuant que, en charriant, les venant voir, affirmant qu'elles sont bonnes commères, les fées donc, et volontiers l'érudit, le petit mot de gueule, ça aussi c'est dans Rabelais, s'il eût osé, ne le défiant point, s'il eût osé, ne se défiant point, qu'elle ne lui eusse joué un bon tour, aussi qu'un jour les épia, lorsqu'elles se retiraient en leur caverneux roc, que soudain, qu'elles approchaient d'une petite motte, elles s'évanouissaient, dont s'en retournait, disait-il, sot comme il était venu. Et ce disant, faut penser qu'il ne riait aucunement. Ainsi faisait bonne pipée, que si quelqu'un ou une se fût endormi d'aventure, quelqu'un qui, là, en l'écoutant, oh, ça y est, s'endort. Que l'heure arrive lorsqu'il faisait ses hauts contes, desquels maintes fois j'ai été auditeur. C'est lui qui raconte, témoigne de la vérité de ces instances-là. Maître Robin prenait une chènevotte allumée par un bout. Il prend un petit brandon là dans la cheminée et soufflait par l'autre au nez de celui qui dormait. Ben là, sûr qu'il se réveille, faisant signe d'une main qu'on ne l'éveilla. Leur disait, Vertugois, j'ai eu tant de mal à les apprendre. Ah oui, puisqu'on les mémorise, ces contes.
et me rompt ici la tête, pensant bien besogner, encore ne daigne-t-il m'écouter que s'il ne riait de ce, le prud'homme faisait un P à 3 parties. Ben oui, il se réveille brutalement. Donc, qu'il les ébaudissait tous. Là encore, la proximité avec Rabelais. Incroyable, incroyable. Et riait de même à toute reste. Le bonhomme, là, de compter, pour ce qu'il oubliait le plus souvent, pour ce qu'il s'oubliait le plus souvent en ses comptes, demande à Joanne, sa femme, un petit à boire, et le tout pour l'appareil, et qu'il l'avait bien gagné, et de ce, en voulait croire tout le monde, et elle pour la première. Ah, tiens, je veux bien raconter, mais un petit verre avant. Vous vous souvenez de votre propos, dit maître Huguet. N'était-elle pas fille de Colin Garguille, ce bon Gautier? Et voyez comment les noms, encore à chaque fois, on ajoute un nom là, de cette foule du peuple là qui vient. N'était-elle pas fille de Colin Garguille, ce bon Gautier? De celui sans autre, répond Lubin, était votre cousine remuée d'une bûche, se par devers la couette. Bon, je ne peux pas tout expliquer, ni tout comprendre, hein. Mais bon, c'est pour faire rire, quoi. C'est des allusions qui soudent l'auditoire. Pour revenir, la bonne femme, ayant un pot en sa main, là encore, Perrette et le pot au lait, on n'est presque pas loin, mais aussi Bescu et Humven, mais là aussi, Bescu et Humven de Rabelais. Une bonne femme revenant du marché, portait, etc. Des figures qui sont archétypes, qui sont à tout le monde. La bonne femme, ayant un pot en sa main, commençait par force à y aller, disant qu'il avait toujours 5 sols ou soif, et qu'elle pensait fermement qu'il eût un charbon au ventre. Ben, Pantagruel, il naîtra de ça. Celui qui donne soif ou celui qui a toujours soif, s'il a avalé trop de sel. Lui, il avait un charbon dans le ventre que, hardiment, une autre fois, ne retourna pas, car plutôt crèverait de soif qu'elle ne daignerait faire un pas. Ah, il veut encore boire, bah, ce coup-là, ça marchera plus, même s'il a plus de sous, de toute façon. Mais il avait bien 5 sols. Je voudrais bien, dit leur paquier, en voilà un autre, que la femme de chez nous m'eût tant contesté. Je crois que Martin Bâton trotterait. Ah ouais, moi, si on me disait ça, vous verriez, là, comme je la soignerais, la brave. Vous dites vrai, répondit Lubin, si à chaque injure que me dit ma femme, je lui ai donné un coup de bâton, il y a plus de 19 ans qu'il ne serait nouvelle d'elle. Ça veut dire quoi? Ah bah qu'elle est partie. Mais écoutez comme elle disait, que toutefois était la coutume de l'embesogner à aller lui quérir à boire, et qu'il n'y faudrait envoyer un autre, pour ce qu'il voyait bien qu'elle était empêchée bien profondément à dévider du fil mêlé, et qu'elle voudrait qu'il fût en gage de ce qu'il lui fallait. Robin, ne la voulant contrarier, disait qu'il ne lui en chalait, mais qu'il but. S'efforçait de lui complaire, disant que peu lui demandait à boire, et que c'était une fois entre cent, et qu'une fois n'est pas coutume, outre que si elle voulait toujours ainsi tancer, il aimerait mieux aller boire à la rivière, la priant à jointe main qu'elle ne lui fît tant acheter, ou par sa foi s'en irait le lendemain chez la meunière, qui tenait une taverne à Noyal, vous savez, à Noyal, de l'autre côté, là, où l'amènerait dame Armel Augier, encore un nom, encore la foule là qu'on construit petit à petit, là, comme un amphithéâtre, là, comme, où boiraient tous leurs sous, et qu'il aimerait autant être je ne sais où. Sur quoi elle lui répondait qu'elle ne s'en souciait guère, et que c'était bien la coutume, mais au moins le priait qu'il ne l'a voulu battre. Vous voyez, ce rapport homme-femme qu'il a chez Noël Dufay est vraiment à égalité, parce que tel est le cas, là, dans la société rurale. Et Rabelais, lui... des phrases une femme comme jamais, auquel jamais j'ai prêté attention. Bon, là, honneur à Noël Dufay. Ah, par ma vie, disait Lord Robin, voyant qu'il ne la pouvait avoir par force, j'aimerais mieux être je ne sais où. Ma Joanne, à qui Dieu veut aider sa femme, ne meurt, à qui Dieu veut aider sa femme, se meurt. Allez, mamie, allez, que Dieu vous fasse la tête mieux couverte, vous assurant que j'aimerais mieux avoir mangé une charretée de foin que pour l'amour de Dieu lui donna une fois à boire, et après l'appela questeur. Qu'elle voyait peinte, elle boirait la première. Qu'elle paya, peinte, elle boirait la première. La bonne femme, rechignant, comme celui à qui on pense une botte chancreuse, troussait ses agoubilles pour aller tirer du vin. Oh, protestation. Oui, en même temps, est-ce qu'il y a une histoire? Non, on raconte l'histoire de boire pour raconter,
et c'est ça qui prend le dessus et qui devient l'histoire. Ça aussi, c'est miraculeux. Troussait ses agoubilles pour aller tirer du vin. Oh, protestation, dont Robin lui disait que tira de celui d'auprès le mur, qui ne saignit à l'emplir, parce que rouler l'embarre, allez la foule, en v'là un autre. Rouler l'embarre étant survenu, demanda une cognée après, et boirait bien. Elle revenue, leur baillait le pot, comme par dépit, sur quoi il se ruait si brusquement qu'il ne semblait pas qu'une mouche y eût bu. Elle, voyant, disait que s'il eût été honnête homme, lui eût pour le moins offert à elle à boire, néanmoins qu'elle ne l'eût pas pris, et que honnêtes gens se montrent où ils sont, et qu'il lui en souviendrait par son Dieu. Puis ayant les mains sur les deux hanches, en pleurant, commençait à belles injures, de quoi le pauvre Robin riait à pleine gorge, disant qu'il connaissait bien le naturel de la demoiselle, et que c'était une femme pour tout potage, qu'elle avait pris la tête, que c'était vin du diable coiffé, que le diable lui avait fait la tête, et qu'il n'y avait rime ni raison en son affaire. Est-ce qu'il y a rime ni raison dans le récit qu'on est en train de lire? Non. Alors, évidemment, les sages disent « Ah, Noël Dufay », ben ouais, mais prenez Rabelais, Bescu et Humven, ce déni du sens, et cette histoire-là de raconter le dispositif de la parole à la place, chez Rabelais, on dit « Ah ouais, Rabelais, où c'est que j'en étais ?» Et que c'était une femme pour tout potage. Pour tout potage aussi. On le réentendra, et chez Rabelais, et chez Molière. Qu'elle avait pris sa tête, que c'était un diable coiffé, et que le diable lui avait fait la tête, et qu'il n'y avait rime ni raison en son affaire, que voir un homme ayant tête de cheval est chose fort étrange. Ah, on en est là? Ah ben dis donc, c'est vrai qu'on a bien bu là depuis le début de l'histoire. Les hommes à tête de cheval. Et là, on est tous ensemble, là encore. Ils racontent, et chacun regarde son voisin. Il n'y a plus que des gens qui ont une tête de cheval. Wow, tout d'un coup, un drôle de frisson qui parcourt tout le monde. Et là, c'est gagné, l'histoire. Mais une femme sans tête, encore plus. Regarde, elle est là, ma tête. Mais que la bonne bête ressemblait au chien qui cloche quand il veut. Aussi qu'à point nommé, elle pleurait, que vraiment, elle aurait un quartier de lune en sa tête. Me voyant qu'elle commençait à gagner de parole et que dès mai 8 il y avait ordre d'avoir patience, il commandait que tout le monde s'allât se coucher et qu'il ferait bien son appointement par ce moyen au matin, étaient plus grands amis que devant. Voilà, on a passé le temps, c'est bon, on a gagné, mais on est arrivé à ce point où ils ont plus de tête, ils ont des têtes de cheval, et il y a cette question-là d'avoir à boire. Saint-Quenet, dit alors Anselme, pardon. Saint-Quenet, dit alors Anselme, qu'on a vu là dans le prologue. Voilà, bonne forme de quereller et d'appointer, et que je ne voudrais toutefois être chez nous, et vous prie de ne le dire à ma femme, car si elle avait la même idée que là, chez vous ce soir, là, Robin et Joanne, car trop lourdement se courroucerait tous les jours avec moi. Qui c'est qui porte la culotte chez lui? Et là, c'est bien. Puis vous savez que je ne pourrais si souvent appointer, sans grand intérêt de ma personne. Sur mon Dieu, quand tout est dit Pasquier, à nous autres vieillards rassautés, ne nous font guère duisant tel menu plaisir, car dès mes huit ne nous faut que le molle lit et l'écuelle profonde. De ma part, je quitte le métier à ces jeunes gens de frais et moulus. Vraiment, dit Maître Huguet, vous voyez ce coup aussi des âges, là. Compère, vous le pouvez bien, ne devez point plaindre. Eh là, vraiment, dit Maître Huguet, compère, vous le pouvez bien. Allez vous coucher. Et ne devez point plaindre le temps passé, car j'ai vu qu'il n'y en avait que pour vous. Rien ne se tenait devant vous. Vous étiez le chien au grand collier de tout le pays, et le plus grand abatteur de bois qui fut d'ici au Gué de Vède. Eh ben ouais, Gargantua, il est là, chez Noël Dufay. Donc quand même, vous voyez le Gargantua, le Gué de Vède. Donc malgré tout, toutes ces résurgences, c'est que Rabelais, devenu légende, en 1547, le Gargantua vaut pour l'écriture de Noël Dufay. Vous voyez, j'étais vraiment passé à côté, j'avais loupé la mention, là, qui fut d'ici au Gué de Vède, le centre, la sismique du Gargantua. Et ne vous souvient-il de ces grands lits où l'on couchait tous ensemble, sans difficulté? Et ça aussi,
Le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Moyen-Âge, bah, tous ensemble dans le grand lit. Toutes les générations, les 3 générations confondues. Il faut se serrer, il faut se pousser. Combien il y a même de chansons enfantines. Et puis le plus petit qui est sur le bord, il tombe, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez lire, retrouvez vos chansons d'enfance. Et puis là, maintenant que les maisons commencent à devenir un peu plus grandes, eh bien, il y a un lit par génération et plus un lit par famille. Oui, ma foi, dit Pasquier, mais je vous prie un peu... dire un peu ce qu'on savait, non pas de ce qui fut fait, mais la cause pourquoi on a ôté cette bonne coutume. Donc, on a fait une boucle exactement pour rien, puisque l'histoire, ce serait maintenant qu'il faudrait la commencer. Et le chapitre suivant, la différence du coucher de ce temps et du passé et du gouvernement d'amour, on est quasi dans le feuilleton. Noël Dufay. Dites-moi pas que ça valait pas le coup d'aller se l'entendre un petit peu. Et merci, la devinière. Vous voyez, on a les vacances scolaires, il y a des gens et tout ça. Cette amicale autorisation de s'installer sans trop déranger. Mais qu'est-ce que c'est précieux, symboliquement.